bien, en espérant que la connexion soit meilleure. J'avais un petit souci quand je me suis connectée à l'instant. Donc, je vais attendre que tout le monde arrive, que vous vous connectiez petit à petit. Donc, cette fin d'après-midi, donc je voulais donner un live. Donc, ça va être en compagnie de Julien Allaire, qui est naturopathe et iridologue. Donc, je vais attendre que Julien se connecte pour qu'on puisse avoir l'écran partagé. Bonsoir à tous. Alors, le live était prévu à 6 h. Il me semble que j'ai un petit peu de retard. Bon, ça va. J'ai fait pire. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Coucou Julien, ça y est, je te vois connecté. Donc j'attends ton invitation. Voilà, super. Coucou. Salut. Ça va? Salut, je suis content, j'ai réussi à me connecter. Du coup, il y a pas eu de souci au niveau comment dire, du mode ne pas déranger, tout ça. Parce que c'est vrai que moi c'est pareil, des fois j'ai les notifications qui arrivent en même temps, Bon, a c'est mieux priori, quand je ça pense arrive pas. que là, ça a fonctionné. Nickel. Alors comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va super bien. Je suis très content. Je te remercie de m'inviter pour ce live. Bah merci Euh, à toi. c'est cool, quoi. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble avec nos approches Ouais, bah écoute, respectives. ouais complètement. Et puis ouais, je te remercie vraiment parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager. De pouvoir que tu puisses parler de l'iridologie parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est pas encore, enfin, qui devient de plus en plus connu. Mais moi, pour être honnête, en fait, j'ai connu ça grâce au film Vivante que j'ai vu récemment. J'en avais parlé Ouais. justement à Alex lors du live qu'on avait fait. On avait d'ailleurs fait une séance d'hypnose justement durant ce live sur les lois du vivant. Et c'est en fait pendant le film que j'ai appris en fait ce que c'était vraiment l'iridologie. J'en avais entendu parler, mais un petit peu comme ça, quoi, sans vraiment. De là, j'ai vraiment voulu commencer à m'informer et regarder ce que c'était. Je me suis dit, si tu peux nous en parler en direct, ça sera encore mieux parce que ça pourra permettre à plus de personnes de connaître ça et de pouvoir voir à quel point ça peut, je pense, avoir des bienfaits qui sont hyper importants pour la santé de chacun. Je pense que tout est lié évidemment avec la naturopathie. Alors, tu es naturopathe aussi, donc je pense que tu vas pouvoir parler de tout ça mieux que moi de toute façon. Je sais pas si toi, tu avais envie un petit peu de raconter ton parcours ou si tu veux plus diriger ça sur l'iridologie tout de suite, mais pour que je sais pas si tu peux te présenter un petit peu, nous raconter, parce qu'il y a quand même Avec un plaisir. parcours sur Instagram. Je sais pas si t'es très présent ou si t'es présent depuis un moment, mais j'avais cru comprendre en fait quand t'avais donné un live. Alors je sais plus c'était quel live. Où tu parlais justement un petit peu de ton parcours et tu disais justement avant il y avait tout un truc aussi que tu avais fait au niveau de la radio, chroniqueur si je me trompe pas, donc il y a pas mal de choses je pense à raconter. Bah, écoute, avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que je suis iridologue naturopathe depuis 2009. Ça n'a pas été mon premier métier parce que je suis rentré dans la vie active assez rapidement et j'ai touché à plein de choses avant de réaliser que j'avais envie d'être praticien de santé. Quand je me suis formé à la naturopathie, à l'iridologie au départ,
j'avais très envie en fait d'aider les gens à se guérir avec des remèdes naturels. Et finalement, dans mon approche par rapport à mes rencontres, par rapport à ce qui m'a vraiment plu, j'ai eu envie d'aborder une autre approche, de ne pas attendre d'être malade pour se soigner, de se soigner avec ce que nous ouvrait la nature, mais pas spécialement des remèdes, mais plutôt l'environnement, l'hygiène vitale. J'ai été très attiré à un moment donné par l'hygiénisme qui m'a donné beaucoup de satisfaction parce que l'héritage hygiéniste et les hygiénistes parlent très très bien de physiologie. En fait, on se rend compte que c'est pas le même type de physio que celle qu'on apprend en école de médecine, Ouais. d'infirmière ou de médecine hein, ou de naturopathie. Et j'ai eu envie en fait d'aller expérimenter vraiment ce que le corps physique a besoin de recevoir par rapport à la physiologie pour bien comprendre en fait les besoins du corps physique. Et j'ai adouci un peu cette approche très physique avec, je dirais, une prise de conscience et une envie de travailler des choses beaucoup plus subtiles que le physique, parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte que ben, parfois les conditions physiques, même optimales, ne permettent pas d'avoir une santé optimale, qu'on avait aussi un corps émotionnel, un corps mental, de multiples corps énergétiques, qu'on avait quelque chose qui était plus grand que notre corps physique et qui impactait aussi le corps physique. Et j'ai eu envie de m'intéresser aux approches subtiles. Et c'est comme ça que dans mon parcours, hein, depuis 2009, que je suis praticien de santé, mon approche a pas mal évolué. Déjà avec l'iridologie, j'ai eu envie de me spécialiser, donc j'ai fait toutes les formations possibles, inimaginables, pour international aussi, hein, pour pouvoir Ok. avoir différentes grilles de lecture. Et entre toutes les approches que j'ai pu avoir en iridologie classique, moderne, pour analyser les iris, pour pouvoir justement déterminer quelles sont les forces, les faiblesses, les toxines, la vitalité des organes, j'ai pu coupler et mettre en lien avec des dimensions plus subtiles aussi, pour pouvoir proposer eh bien, une méthode, une grille de lecture, une grille d'analyse qui sera différente de l'iridologie classique. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien entendu des liens qu'on peut faire entre le corps physique et les corps subtils et des états d'âme. Et moi, j'aime bien justement utiliser l'iridologie, non pas que pour avoir des informations sur notre corps physique, mais aussi sur ce que notre âme vient chercher à exprimer dans notre incarnation. Donc, c'est une approche qui est pas conventionnelle. Alors, déjà que l'iridologie, c'est une approche qui n'est pas conventionnelle. Dès qu'on parle ne serait-ce que de l'émotionnel ou du mental, du corps énergétique, alors là, même il y a même des iridologues qui trouvent que la méthode, c'est une méthode de charlatan, de je sais pas trop Avec ce quoi. Alors que marché. pourtant, c'est des iridologues hein, qui viennent des fois critiquer. Alors si en plus on parle de chemin de vie, de notre âme et qu'on a des informations dans C'est les la yeux, totale, là. voilà, mais bon, c'est une approche qui est absolument pas scientifique et je le revendique et j'en suis fier. Ah ouais. Donc voilà, et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que ce que j'aime en fait, c'est accompagner des gens à trouver la santé, certes, mais si c'est juste pour une santé au travers de conseils, de manger des carottes, du fenouil et des fruits en dehors des repas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pour savoir les conditions de la santé physique, on peut regarder des vidéos, on peut acheter des bouquins. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est d'aider les gens dans leur transition, de les Ouais. aider déjà à les comprendre au niveau de leur cœur, au niveau de leurs émotions, comprendre leurs qualités, leurs spécificités, ben, pour les aider justement à se réaliser pleinement, pour que leur santé soit sur tous les plans en fait. Et j'aime bien travailler en collaboration avec d'autres praticiens qui ont des approches multiples pour vraiment aider les individus ben, justement sur les chemins de la santé naturelle et spirituelle, ben, pour les aider à favoriser les conditions de la santé sous toutes ses formes. Ouais, parce que finalement, avec plusieurs outils, tu vas pouvoir arriver à quelque chose de plus complet. C'est ce que je dis souvent aussi, parce que souvent on me dit, mais est-ce qu'avec l'hypnose, on peut arriver à tel ou tel résultat? Oui ou non, en fait, ça va dépendre de la personne. Chaque personne va avoir besoin
d'un soutien différent. Mais le but, c'est aussi que la personne puisse retrouver son plein pouvoir et euh, sa souveraineté, j'ai envie de dire, qu'elle puisse aussi s'ouvrir à sa santé en étant maître d'elle-même. Et je ne sais pas du coup si dans l'iridologie, enfin, moi je m'y connais pas, donc tu vas me dire ça, mais si justement quand tu parlais des dimensions subtiles, parce qu'évidemment moi avec l'hypnose c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand tu parles des dimensions subtiles, que tu avais une méthode justement que tu t'es un petit peu entre guillemets que tu as créé toi-même en fonction de tout ce que tu as pu apprendre et peut-être aussi de ton cheminement personnel. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer comment ça marche ta méthode? Est-ce que il y a quelque chose justement qui est lié après à tu parles justement de pouvoir aider les personnes à se connaître. Comment en fait grâce à l'iridologie tu vas pouvoir mieux les aider à ce niveau-là? Enfin, je t'ai posé plusieurs questions à la fois. Oui, je vais tenter de répondre, peut-être pas dans l'ordre des questions, mais pour aider déjà à personnaliser, ce que j'aime bien déjà déterminer dès le début, c'est dans les dimensions physiques et subtiles, quels sont les corps qui sont prédominants, qui présentent des coefficients santé les plus importants. Alors, pour comprendre ce que j'entends par coefficient santé, on pourrait partir du principe que notre santé est dépendante de notre physique, mental, émotionnel, de nos corps énergétiques, mais certains individus ont une dimension émotionnelle qui va être beaucoup plus importante que la dimension mentale. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, au lieu d'être un peu nourris par leurs émotions ou un peu abîmés par leurs émotions, ils peuvent être beaucoup, beaucoup nourris par les émotions ou au contraire beaucoup abîmés. Parce qu'ils ont un coefficient émotionnel qui est important, un peu comme un étudiant, un bachelier qui passe un bac avec des matières différentes. Il y a des matières à gros coefficients, des matières à plus petits coefficients, et ensuite on fait la moyenne de tout ça. Mais c'est vrai qu'une matière qui a un gros coefficient, c'est une matière sur laquelle il faut vraiment travailler parce qu'elle nous permet de gagner beaucoup de points. Et si on ne travaille pas cette matière et qu'on a un gros coefficient, bah, ça nous fait perdre aussi beaucoup, beaucoup de points. Je pars du principe que on est un peu pareil au niveau de nos corps physiques et subtils, qu'on peut avoir justement des corps qui sont prédominants. Et si par exemple on a une approche émotionnelle qui est prédominante par rapport au physique ou au mental, par exemple, ou aux autres corps énergétiques, il va vraiment falloir jouer sur le corps émotionnel, comprendre ce qui va nous nourrir émotionnellement, comprendre pourquoi quand on retient nos émotions, qu'on ne les exprime pas, pourquoi est-ce qu'on va somatiser, qu'on somatise beaucoup plus que d'autres individus. Et c'est vrai que si on arrive à déterminer déjà dès le départ, si on est plus dans le mental ou plus dans l'émotionnel, déjà on arrive à mieux comprendre par exemple, au niveau du mental, pourquoi on va avoir des cogitations, des Ouais, tout à ruminations, fait. des pensées incessantes, pourquoi on est irritable alors qu'on aimerait ne pas l'être, et du coup, ben, que faire pour pouvoir nourrir notre mental ou l'émotionnel ou les autres corps. Donc déjà, rien que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de comment on fonctionne, de nos différentes facettes et de pourquoi on va être particulièrement touché par quelque chose qui ne touche pas un proche, un ami ou les gens qu'on connaît, parce qu'en fait, on est tous, on a une individualité, des particularités, des spécificités. Et déjà, ça, c'est un peu une introduction que j'aime bien voir, analyser dès le début pour mieux cerner en fait le type d'individu et pour aider les gens à mieux comprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, avec la naturopathie, j'avais déjà étudié les tempéraments hippocratiques, les tempéraments naturopathiques, les diathèses de Ménétrier, donc on a déjà plein de classifications, mais avec l'analyse d'iris, avec les signes iriens, j'arrive à déterminer justement quels sont les coefficients les plus importants au niveau des corps subtils. Et ça fait déjà beaucoup de bien. Mais après, comme en iridologie, on voit des signes qui relèvent du physique, le physique ne vibre pas sans la dimension émotionnelle, mentale ou Ouais, énergétique. tout à fait. Donc, Tout est à lié, quoi. partir du moment où on comprend ce que sont les corps subtils,
On peut donc appliquer ce qu'on connaît des corps subtils sur la dimension physique. Donc chaque signe qui donne une information sur la vitalité physique, sur une force ou sur une faiblesse, ça nous donne des informations sur les failles émotionnelles, mentales. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des liens justement sur cette dimension particulière. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'individus critiquent la matière parce qu'on parle de quelque chose qui est absolument pas scientifique et qui fait peur aux personnes qui ne comprennent pas et qui veulent pas se laisser aller à eh bien, juste à croire en quelque chose d'énorme, quelque chose d'immense, quelque chose qui ne pourra jamais être prouvé scientifiquement. Mais de toute façon, on y vient, parce qu'avec l'ère de l'épigénétique, les nouvelles découvertes, avec la biologie des croyances, aujourd'hui, les scientifiques savent très bien qu'on ne peut pas parler que de la physiologie, que du physique et du scientifique. Il y a des dimensions beaucoup plus subtiles pour lesquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Mais l'ère de la science, comme on l'a vécu depuis quelques dizaines d'années, c'est fini. On arrive dans une Ah bah nouvelle c'est ère. clair. Voilà. Et j'ai l'impression que ça me fait plaisir de contribuer justement à ça, au fait de comprendre que la physiologie pure, elle n'a pas de sens si elle n'est pas prise dans un contexte plus spirituel. Ouais, bah là, on commence en fait à comprendre de manière beaucoup plus globale que tout est lié en fait. Parce que quand on parlait avant, rien que, je me rappelle en hypnose aussi d'émotionnel, c'est toujours oui, enfin tout n'est pas émotionnel, il peut arriver des choses. Alors c'était toujours quand par exemple il y avait des mots physiques, ça n'était jamais lié à l'émotionnel. Enfin, là, de plus en plus de personnes commencent à croire à ces choses-là, mais il y a quand même encore un cran l'iridologie, surtout la manière dont tu en parles, justement, ça m'a fait penser à ça. Je reviens encore sur ce que tu disais, mais tu parlais justement de la différence entre les personnes qui vont être plus dans le mental, plus dans l'émotionnel. Et tu parlais aussi qu'il y avait si je me trompe pas, que tu peux avoir des informations en fait sur l'âme, justement, Oui. grâce à l'iridologie. Est-ce que justement, ça peut donc aider les personnes non seulement à mieux se connaître au niveau émotionnel, mental, de voir leur capacité, euh, à être d'une manière ou d'une autre et leurs failles, mais aussi, tu parlais de chemin de vie. Est-ce que justement, en ayant plus d'informations, tu peux les aider à voir d'où ils viennent, en fait, vraiment, d'où ils viennent, je veux dire, au niveau de l'incarnation, et peut-être même ce qu'ils sont venus faire. Après, c'est pas forcément important. Je vois justement, j'allais parler des vies parallèles. Là, on va encore rentrer dans un autre truc. Je sais pas si au niveau de l'iridologie, c'est quelque chose que dont tu parles. Mais je sais que j'ai eu une question là-dessus. J'avais fait un petit sticker de questions en story et une personne qui m'a demandé est-ce que l'hypnose peut aider au niveau des régressions, vie antérieure, vie parallèle, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose parfois qu'on a vraiment qui fascine et finalement c'est pas toujours nécessaire en fait parce que on peut avoir des vies antérieures ou plutôt parallèles qui seraient où on a été des super personnes et puis d'autres où on n'a pas été des personnes si lumineuses, donc c'est aussi une question des fois d'ego. Donc est-ce qu'il y a un petit peu aussi ce côté-là comme en hypnose où il y a certaines personnes qui auraient envie de savoir, d'être la curiosité un petit peu qu'on a en tant qu'humain de vouloir justement en savoir plus sur ce côté un peu incarnation, tout ça, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est si important? Alors, si, c'est important justement parce que ça nous permet de mieux comprendre un peu notre parcours, de mieux comprendre des tares, hein, des béquilles dont on a besoin parfois, de mieux comprendre en fait des problématiques qu'on peut ressentir ou vivre. En fait, il y a des signes en iridologie qui sont héréditaires et qui ne se fabriquent pas en cours de route. Et ces signes-là, en fait, on peut les mettre en lien avec des dimensions émotionnelles et on peut le mettre en lien avec, en faisant du décodage biologique, par exemple, on peut le mettre en Mhm. lien avec des choses que l'individu a du mal à vivre. Seulement, si le signe est un signe qui peut apparaître en cours de route, ça veut dire que ça peut être le reflet
de son expérimentation dans son incarnation actuelle. Par exemple, il a subi un choc, il en retire en fait cette expérience en fait, c'est fait qu'il va avoir des peurs, il va avoir voilà, certaines choses qui vont créer ensuite des symptômes physiques, des angoisses, etc. Mais ça relève vraiment du vécu pendant son incarnation. En revanche, il y a des signes qui nous donnent des informations sur justement des dimensions émotionnelles, des peurs que l'individu peut avoir, mais qui sont des signes qui pourtant sont inscrits depuis toujours parce que ça fait partie de leur ADN, de leur génome, c'est du codage biologique. Donc du coup, ça veut donc dire que si on veut appliquer cette dimension émotionnelle, l'individu vient en étant déjà prédisposé à vivre certaines choses, à par exemple avoir peur d'aimer ou à peur d'aimer. Ou alors il vient dans une incarnation, par exemple, avec une insatisfaction des rapports qu'il entretient avec ses parents ou avec quelqu'un ou d'un type de conflit où la personne va dire bah oui, effectivement, j'ai eu un conflit avec mon mari, j'arrive pas à m'entendre, j'arrive pas à m'accorder sur certaines choses, je suis complètement insatisfaite de l'éducation que je vais avoir avec mes enfants, et ces choses-là sont marquées dans l'œil, mais elles sont marquées avec des signes qui sont héréditaires. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a eu un conflit avec le mari, la femme sur par exemple, la façon d'éduquer les enfants que le signe est apparu. Donc, c'est un peu, c'est pour ça qu'on a toujours du libre arbitre, évidemment. Mais ça veut donc dire qu'on arrive, on s'incarne dans un corps qui déjà, comme si c'était écrit, va rentrer en conflit avec son conjoint pour des questions d'éducation, pour des questions... voilà. Et après, ça veut dire qu'on a besoin de vivre ça dans notre incarnation pour avoir le libre arbitre de se positionner, de faire des choix dans la vie, pour devenir... Voilà, pour pas jouer le Calimero, pour pas, par exemple, je sais pas, cet exemple que je viens de citer, il n'est pas forcément ultra pertinent, mais on a des signes au niveau du cerveau, par exemple, avec chaque zone du cerveau qui est en lien avec des émotions qu'on peut vivre côté paternel, côté maternel. Par exemple, il y a une partie du cerveau qui est en lien vraiment avec l'expression. L'expression qui peut être une expression verbale ou un autre endroit qui peut être une expression corporelle avec le côté paternel ou le côté maternel. Et en fonction du signe qu'on va avoir, ça va permettre de marquer en fait des problématiques d'état d'âme qu'on peut vivre, mais qui étaient vraiment marquées et qu'on va pouvoir mettre en lien vraiment avec le mouvement physique. Et par exemple, si quelqu'un a un état d'âme à cet endroit-là, moi, je vais avoir envie d'aborder bien justement pourquoi le mouvement est si important pour l'individu. Et l'individu, certainement, me dira, ben oui, mais c'est complètement dingue. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas m'exprimer autrement. Verbalement, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc, il fallait que je m'exprime par le mouvement. J'ai voulu faire de la danse. J'en ai fait mon métier. Le mouvement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, ça permet en fait de mieux comprendre pourquoi on choisit une voie et parfois on est dans un chemin de vie qui n'est pas conscient. Parfois, en fait, on a des spécificités, on a des qualités que l'on n'a pas révélées. Et si on arrive à les révéler avec un outil ou avec un autre, que ce soit l'hypnose, l'iridologie, que ce soit même la psy de manière générale, enfin, par n'importe quelle méthode, ben, tout d'un coup, on se dit, ben, tiens, c'est en fait, effectivement, oui, je me rends compte que le mouvement, c'est important pour moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser. Voilà, si j'ai 40 ans, ben, c'est peut-être un peu tard de faire une carrière professionnelle dans la danse, mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre une musique africaine et de danser comme en Afrique? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire tout seul, de le faire avec une asso, de le faire en cours, de faire un tuto avec un live, avec une vidéo sur YouTube? Enfin, on peut toujours s'exprimer. Il y a toujours moyen en fait d'aller chercher ces choses qui nous animent vraiment. Et l'iridologie aide à ça en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que l'œil, moi je vais l'utiliser tout aussi bien en allant chercher des signes qui sont censés donner des informations sur le corps physique, mais moi je vais le mettre en lien avec des dimensions subtiles.
Mais après, c'est vrai que j'ai toujours, depuis toujours, hein, j'ai toujours été très attiré par les yeux. J'ai toujours regardé les gens dans les yeux, mais même quand j'étais enfant, et on me disait, mais toi, quand tu regardes dans les yeux, enfin, on a l'impression que tu nous pénètres, ça met mal à l'aise, quoi. Et mais jamais je pouvais imaginer qu'un jour je serais iridologue, parce que moi, je regardais les gens dans les yeux, mais parce que quand je regarde les gens dans les yeux, ça me Les permet de comprendre mieux, faire une connexion, simplement. Donc, bon, bien pour moi, sûr. c'est tellement normal. Et enfin, je, je, je pensais que tout le monde regardait comme ça dans les yeux. Heureusement Parce que qu'avec c'était tellement le, évident pour toi. oui, parce que c'était évident pour moi. Mais là, par exemple, je vois avec le confinement, avec les masques, je veux dire, on n'a plus ce contact par la bouche et c'est vrai que ça manque. Mais heureusement que on ne doit pas Heureusement qu'il y a les masquer yeux. nos yeux parce que sinon, moi, je serais complètement perdu si j'avais pas la Oui. possibilité de regarder les gens dans les yeux, quoi. Et cette connexion que je faisais avant, bah, c'était pour dire à qui je m'adresse, qui est cet individu, est-ce que je peux me connecter à son cœur, est-ce que je peux me connecter à son âme, mais j'en avais pas conscience, quoi. J'ai compris plus tard pourquoi je venais regarder dans les yeux comme ça. Et c'est vrai que les yeux, l'œil, c'est le miroir de l'âme et Tout à fait. qu'on peut utiliser les yeux. Moi, j'utilise l'œil aussi comme un support pour développer mon intuition, et pour créer une connexion vraiment avec l'individu. Et ça, ça me semble vraiment, vraiment important, quoi. Les connexions se font pas toujours facilement, mais je pense que c'est un peu comme tout, hein, quand on travaille en énergétique, un énergéticien n'arrive pas toujours à faire des connexions énergétiques facilement. Quand on est par le massage, par le toucher, ben, parfois avec le toucher on ressent des choses et parfois on ressent moins. Et moi c'est pareil avec les yeux, quoi. C'est-à-dire que parfois j'ai un million d'informations et quand je fais mon analyse, j'ai envie de parler de rien d'autre que de dimensions subtiles et de l'âme et de chemin de vie, de qualité, etc. Et il y a parfois des moments où je regarde les yeux et en fait, je n'ai envie que de parler de carences minérales et vitaminiques, de force et de faiblesse organique. Donc ça dépend vraiment d'un individu à l'autre. Ça dépend de ce que les gens aussi inconsciemment autorisent à faire. C'est-à-dire que Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quelque part, ils autorisent aussi à ce que toi, tu puisses voir ce qu'ils ont bien envie de montrer. En fait, c'est un peu, enfin, on en revient, je suis désolée de revenir sur l'hypnose, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. C'est pareil, en fait, souvent, on me dit, mais est-ce que je vais pouvoir, en séance, guérir, entre guillemets, telle chose, tel trauma, arriver à me libérer de ci ou de ça. Et bon, bah déjà, c'est pas moi en fait qui vais libérer la personne, c'est son inconscient. Mais si l'inconscient n'est pas prêt à libérer quelque chose, que c'est pas le bon moment pour lui, il va juste me faire barrage. Moi, je vais rien pouvoir voir en fait. Donc là, même si c'est entre guillemets physique au début, le regard, l'œil, ce que tu vas pouvoir voir à travers l'œil, comme tu dis, c'est toute l'âme que tu peux percevoir. Et ça, c'est ce que la personne veut bien montrer. Et aussi, je dirais même, dans son incarnation, ce qu'elle est venue montrer. Parce que si déjà dans son chemin de vie, elle n'est pas amenée à montrer certaines choses, bah, peut-être que justement, elle va en rester au stade, même s'il n'y a pas de niveau, mais tu vois, qu'elle va rester au bah, ce qui est carence, choses comme ça, mais qu'elle va pas montrer d'autres choses pour ne pas justement être perçue d'une autre manière, parce que peut-être qu'elle n'est pas amenée non plus à le vivre. Mais c'est passionnant, en tout cas, ce que tu dis. Moi, là, je trouve ça vraiment super. Et j'ai une question qui me vient par rapport à ça aussi. Euh, justement, ça me faisait penser aussi quand tu parlais justement que tu peux voir énormément de choses à travers l'œil. Euh, En fait, c'est comme dans un état d'hypnose aussi, on peut pas se mentir en fait, parce que tu vas voir des choses, même si la personne elle te dit bah voilà, je viens pour telle thématique, finalement tu vas voir peut-être que c'est complètement autre chose en regardant. Oui, Et ça c'est super intéressant aussi parce que finalement la personne ne peut pas se mentir à elle-même, bah, parce que les choses que tu vas voir sont tout simplement bah, enfin, tu vas pas seulement les percevoir, ça va pas seulement être ta perception des choses, mais ça va vraiment être ce que bah, ce qui est en fait, quoi, sans vouloir, comment dire, répondre à une thématique en fait. Tu vas juste percevoir ce qui est à travers l'œil, et puis, bah, la personne, bah, du coup, elle va complètement partir sur autre chose, alors qu'elle était venue à la base, je sais pas, pour une carence, et tu vas lui parler complètement bah, de quelque chose qui a rien à voir en fait. c'est Donc, ça. est-ce que les gens aussi sont prêts à entendre ça? Des fois, ça dépend aussi de, de chacun. Bon, en général, les gens sont prêts à entendre Oui, la chose que je partage parce que finalement,
ma transmission, mon discours et les outils que je partage sont différents d'un individu à l'autre parce qu'en fait, on n'a Ouais. pas tous besoin de la même chose. Moi, ça m'est arrivé mais à tellement de reprises en fait que les gens viennent, donc ils pensent venir voir un naturopathe qui va faire des prescriptions entre guillemets parce que les gens croient qu'on fait des prescriptions comme en médecine. Donc ils se disent bah, tiens, je vais avoir des compléments alimentaires, je vais avoir des plantes, on va me dire ce qu'il faut manger, etc. Et en fait, les gens repartent avec, par exemple, comme seul et unique conseil de dresser une liste des plaisirs de la vie, par exemple. Et je dis, mais en fait, c'est tout ce que j'ai à faire. Ben, en réalité, là, je synthétise et je dis juste Ouais, un bien peu sûr. comme ça, mais même si effectivement tout le monde devrait dresser une liste de plaisirs de la vie pour que notre quotidien soit vraiment une accumulation de plaisirs de la vie, et on a besoin donc de se poser, de mentaliser un peu quels sont nos plaisirs pour finalement dire ben, c'est vrai, ben, putain, alors si puisque j'aime je sais pas moi, puisque j'aime les plantes, puisque j'aime chanter, puisque j'aime la musique, il faut qu'il y ait dans mon quotidien des plantes, du chant, de la musique, parce que ça m'anime vraiment, parce que je me sens bien quand je fais ça, quoi. Et il y a des Mm. gens qui viennent avec, par exemple, des symptômes qui, certes, peuvent provenir en partie de mauvais réglages alimentaires ou de toxines ou de carences, mais parfois les symptômes, en fait, ils viennent pas de la dimension physique. Et donc, du coup, un complément alimentaire, une plante ou un réglage euh, qui va agir sur le corps physique, ça va pas apporter Bien des sûr. améliorations. Non. Et parfois, en fait, il y a, bon, c'est très très rare hein, les gens qui ne comprennent pas, mais je sais que ça peut arriver, hein, ne serait-ce que, enfin, comme les gens peuvent laisser des messages et des commentaires là, après le rendez-vous sur mon interface de rendez-vous, je vois rarement, enfin j'ai dû voir ça une fois ou deux sur les milliers de personnes que j'ai accompagnées, des gens par exemple qui disaient oh, bah, du coup c'est un peu cher la consultation pour me dire que je dois me faire plaisir dans la vie et que je dois manger des fruits et des légumes quoi. Et en fait J'aurais pu trouver c'est ça pas toute tant seule, quoi. c'est pas tant le fait de dire de manger des fruits et des légumes et de se faire plaisir parce que effectivement si c'est juste pour faire ça on n'a pas besoin de prendre une consultation mais c'est déjà tous les arguments. C'est-à-dire que si on a telle ou telle problématique déjà il faut comprendre pourquoi on a ce symptôme. Mm. Il y a des raisons physiques, des raisons émotionnelles, des raisons mentales. Pourquoi quand l'individu par exemple est incohérente, qu'elle n'a pas exactement la vie qu'elle imagine en tête, elle rêve de quelque chose qu'elle n'a pas. Il y a des choses dans son quotidien qui la gonflent et en fait, elle se dit qu'elle n'a pas le choix, que c'est comme ça. Mais t'imagines comment son corps mental, il se détruit en étant incohérente, en Complètement. doutant de ses capacités à trouver des solutions. Et en fait, quand il y a toute l'argumentation, justement, tout l'argumentaire tous les arguments que je vais avoir pour justement faire prendre conscience de ne pas douter de ses capacités à trouver des solutions et de continuer la réflexion pour bien nourrir le mental et, et de ne pas baisser les bras, justement, de garder le cap de la réflexion et d'être de plus en plus cohérente parce que l'incohérence, ça va venir la ronger. C'est hyper important pour quelqu'un qui a un mental, par exemple, qui est prédominant. Et ben Ouais, ça, c'est complètement. quelque chose qui peut bouleverser complètement une vie. Et la personne, en fait, elle va rien changer à ses réglages alimentaires, elle va même pas combler ses carences qu'elle avait, qu'on pouvait déterminer. À partir du moment où elle devient cohérente, qu'elle met en place les actions qu'elle imagine pour pouvoir avoir un environnement cohérent par rapport à ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie d'avoir, eh ben, ça peut révolutionner une vie. Et c'est vrai qu'on n'attend pas toujours les conseils naturopathiques. Dans ce sens-là, on se dit, mais oui, mais il est où mon complément? Elle est où ma plante miracle qui guérit tous les problèmes? Ben non, ça Et marche pas c'est comme ça, ça. c'est plus facile d'avoir l'aide extérieure en fait que de sortir de sa zone de confort aussi. Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, ouais, quand tu dis ça, justement, ça résume bien le fait que ça, en fait, tu aides les personnes à trouver un alignement en fait sur tous les plans.
parce que après, une personne va se diriger sur un plan ou un autre ou sur plusieurs à la fois, mais il suffit des fois d'un déclic et après la personne va pouvoir justement redevenir entre guillemets maître de sa vie et justement commencer à retrouver le plaisir dans son quotidien et comme tu dis, trouver ses points forts pour vraiment les exploiter quoi. Ouais. Donc c'est énorme. Mais ouais, c'est super intéressant. Et moi, Euh, ça m'anime particulièrement. Est-ce que tu connais la numérologie à partir de la date de naissance? oui. Oui. J'ai une amie en fait qui m'a fait découvrir la numérologie donc il y a quelques années. Donc je m'y Mhm. intéresse particulièrement. En numérologie, moi je suis 5, donc ça veut dire que je suis animé par la transmission. Quand j'ai Mhm. compris quelque chose, en fait, ce qui va me nourrir, c'est de pouvoir le partager. J'aime beaucoup travailler Ça se voit. de quoi? Ça se voit. Ça se voit. Et en fait, c'est ce qui me permet, moi, de garder ma flamme allumée. Et en fait, je me rends compte que si j'ai pas la possibilité de transmettre, ça veut dire que ma nourriture va venir de quoi? Des plaisirs de la vie. Ça va venir des fruits, des légumes que je vais manger. Mais en fait, c'est fade. Mais en fait, je m'ennuierais tellement si je ne pouvais pas transmettre. Et Ouais, c'est c'est ça. vrai que les réseaux sociaux, mon métier de praticien, ça me permet de transmettre. J'ai bossé dans les médias j'ai une chronique, tu parlais de radio, donc j'ai fait un peu de radio, Ouais. Radio Médecine 12 principalement. Mais sinon, j'ai bossé à France 3 pendant 10 ans avec une chronique Oui, c'est ça que j'ai vu, hebdomadaire. le live avec Nathalie, pardon. Ouais, avec qui? Pardon, je t'ai coupé. Avec Nathalie. Nathalie de Radio Médecine 12? Ouais, c'est Nathalie ça. Lefebvre, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, que C'est j'apprécie beaucoup, qui ouais. est une amie aussi maintenant. Et c'est vrai que je suis très animé par la transmission. Et quand mon amie Magali Volpes Bayo, qui est magnétiseuse humaniste et qui est numérologue, elle m'a dit, mais tu sais, Julien, tu as un chemin de vie numéro 5, c'est la transmission. Je dis, mais putain, mais c'est tellement évident, mais merci. Merci, parce qu'en fait, je suis en train de comprendre quel est le fil conducteur de tous les métiers que j'ai eus, qui étaient des métiers mais complètement différents, mais je me disais, mais comment je peux passer de là à là? Alors que ça Ouais, n'a c'est rien clair. à voir comme métier, mais en fait, ce qui avait en caractéristique commune, c'était la transmission. Et là, tout est devenu tellement clair. Le fait de savoir que dans mon incarnation, je venais m'incarner dans le corps de quelqu'un qui naissait un jour et que ça donnait comme qualité la transmission, je me suis dit, mais rien que ça, rien que le fait de pouvoir un mot, voilà, t'es 5, le Ouais, de 5, poser un mot pour pouvoir être guidé, en fait, quelque c'est part. fou le bien que ça peut faire. Donc Ouais. moi j'ai quelques notions du coup parce que je m'intéresse du coup aussi à la numérologie, mais très 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 souvent je propose aux gens que j'accompagne de savoir justement quelle est leur numérologie. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien travailler avec d'autres praticiens de santé qui ont des approches Ouais. différentes et des regards différents avec leurs arguments, avec leurs mots, vont aider les individus à mieux se connaître. Et j'imagine que très souvent ça se rejoint parce que si après tu t'en parles à des personnes qui ont par exemple pratiqué la numérologie et que toi tu vas pratiquer par exemple l'iridologie sur la même personne, tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes qui sont énormes en fait. Et ça, je Ouais, trouve ça hyper carrément. intéressant aussi. Parce que tu vas voir que tout se recoupe en fait. Et c'est marrant aussi ce que tu disais par rapport au fait d'avoir eu plusieurs métiers qui étaient complètement différents. Et c'est vrai que quand tu vois après qu'il y avait un but, c'est comme s'il y avait le puzzle qui était en train enfin, que tout prenait finalement sens en fait. Alors que pendant un moment, on se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai perdu mon temps sur ça, ça, ça. En fait, tout a servi pour quelque chose. Et je pense que c'est un grand soulagement c'est un peu ce que tu disais, c'est un grand soulagement quand on pose des mots en fait sur ses envies, sur ce besoin de savoir qui on est et ce qu'on est venu faire là en fait. Parce que je pense qu'on est beaucoup à se dire mais en fait pourquoi je suis fait, quelle est ma mission de vie entre guillemets, mon chemin de vie, est-ce que je suis utile, est-ce que
est-ce que je suis utile pour autrui? Est-ce que finalement moi je sers à quelque chose? Parce que souvent l'être humain aussi, Oui. il y a cette peur qui peut revenir. On est quand même des êtres sociaux aussi, et je trouve ça du coup super intéressant parce que ça va hyper loin en fait. Je pense pas que ça allait aussi loin l'iridologie. Enfin, j'avais évidemment lu sur le sujet, mais dans ta méthode, ça, du coup, ça va être d'autant plus intéressant que tu vas vraiment ouais, parcourir tous les plans, quoi. Donc, c'est génial. Et du coup, parce que faut que je me centre, parce que là, j'étais en train de penser à plein de trucs en même temps par rapport à ça. Du coup, comment ça se passe? J'avais cette question-là pour une séance. Est-ce que tu donnes que des séances en présence pour justement être amené à bien voir l'œil, ou est-ce que tu peux faire ça à distance en ayant une photo de l'œil pour pouvoir travailler dessus, ou comment ça marche exactement? Est-ce que tu dois être amené vraiment à voir la personne en présence, que tu dois voir l'œil bouger, ou est-ce que c'est juste une photo Alors, c'est vrai que moi, je préfère le présentiel, enfin, en étant de face à face, parce que j'aime le contact aussi quand on est en face à face. Alors, si on a vraiment des photos de très très bonne qualité, moi, à partir du moment où j'ai la photo de l'iris et que je peux voir aussi avec une interface en visio, j'ai la possibilité de faire un bilan iridologique, mais il faut avoir quand même des belles photos d'iris. Et les Ouais, photos bien sûr. d'iris, avec un smartphone, on ne peut pas faire des photos aussi belles et aussi pro qu'on peut faire avec un appareil professionnel. Mais Mm. ça m'est déjà arrivé que des gens aient des photos de leurs yeux qui ont été pris avec des appareils photo qu'ils ont fait pour l'iridologie. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas ni sur Marseille ni sur Paris, puisque c'est dans ces deux villes que je propose des consultations, bah, ça m'est arrivé Oui. déjà de proposer du coup des séances d'iridologie. Ou même parfois, ça arrive des séances pas d'iridologie, mais de naturopathie ou de conseils en hygiène vitale, vraiment pour les gens qui sont un peu en galère, qui sont dans des transitions, qui ont des difficultés. On peut toujours mettre en place des modes de vie spécifiques, mais je dirais que euh, pour le côté très subtil des Silériens qui amènent vers des états d'âme, de belles photos de qualité quand même, où je puisse bien D'accord. agrandir, bien analyser les signes. Donc ça me semble, voilà, ça me semble mieux comme ça, quoi. Ok. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport aux différents plans justement sur lesquels tu peux travailler, au niveau du plan physique, parce que je pense que c'est la première chose sur laquelle on peut s'interpeller au début quand on connaît pas l'iridologie, ça peut du coup amener à voir certaines carences, comme tu disais, mais aussi des maladies. Est-ce que tu peux euh, aider la personne justement à vraiment voir au niveau physique ce qui peut vraiment être ancré très très loin, quoi, c'est-à-dire, comme tu disais, de l'origine de certaines maladies. Mais après, j'imagine que ça va, si tu parles de physique, tu vas obligatoirement arriver sur quelque chose d'émotionnel ou autre ou énergétique, puisque tout est lié. Donc, en fait, tu peux vraiment tout voir, quoi. C'est la question. Alors, je ne sais pas si je peux tout voir. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vois des choses et que quand je les partage, les gens réagissent, ils rebondissent, ils intègrent certaines choses, ils arrivent à verbaliser, à exprimer certaines autres. Donc, je ne sais pas si je vois, si je peux tout voir, parce que je ne sais pas potentiellement tout ce que l'on peut voir. Donc, du coup, tu sais, c'est un peu difficile de Oui, savoir si on oui, c'est peut vrai tout que voir ma ou pas. question est un peu. Mais en réalité, ce qui est certain, c'est que quand je regarde des yeux, enfin, je vois plein de choses. Et de toute façon, même le temps d'une séance, on ne peut jamais développer absolument tout ce qui est à voir et exprimer. Rien que pour le corps physique, un bilan complet en iridologie, il faudrait qu'on se penche sur l'iris pendant peut-être 3 heures ou 4 heures, rien que pour analyser Ouais. tous les signériens. Donc, à un moment donné, dans des séances, on est obligé de faire des choix et de dire, bah, tiens, là, je vais faire une présentation, je vais voir ce qui me semble le plus important. Et c'est là aussi que dès qu'on arrive sur les dimensions subtiles, c'est pour ça que c'est important pour moi le regard. C'est pas uniquement l'iridologie, c'est aussi le regard, mais c'est pas que le regard, c'est aussi plein d'autres choses qui relèvent de vibrations énergétiques, qui relèvent voilà, de plein de choses, moi, qui me permettent de me connecter à l'individu et de mieux comprendre sa personnalité.
consciemment ou inconsciemment. Et du coup, par mon intuition, de partir et d'aborder une chose ou une autre. Je te donne un exemple parce que j'en ai un précis. Moi, en règle générale, je commence toujours mon analyse d'Irido par l'analyse de la force vitale pour savoir si physiquement on recharge les batteries rapidement ou lentement. C'est Mhm. la première chose que je regarde. Et ensuite, je regarde les constitutions d'Iris pour déterminer les prédispositions à développer certaines maladies. Et ensuite, je m'attaque aux dimensions subtiles pour savoir si on est plus dans l'émotionnel, le mental, l'énergétique, voir des qualités, des spécificités. Puis ensuite, c'est en fonction de l'intuition, etc. Et Ouais. un jour, il y a donc deux personnes qui viennent en cabinet, une qui était déjà venue et qui a mené sa cousine ou sa meilleure amie, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, je me rappelle qu'elle était venue en disant, il paraît que vous voyez des choses assez surprenantes au niveau des iris et ça m'intéresse. Il y a des questions que je ne trouve pas vraiment de réponse et donc voilà pourquoi je viens. J'ai pas spécialement de symptômes de pathologie, mais j'aimerais faire un point avec l'analyse d'iris. Et en fait, je regarde son œil et tout de suite, je suis attiré par un signe qui se localise au niveau de la pupille et qu'on met en lien justement. Il y a un iridologue français qui a mis en lien en fait des cartographies d'astrologie avec les 12 maisons astrales en superposition sur la cartographie d'Iris. Et en Ah fonction ouais. des méplats qu'on trouve justement sur l'iris, on peut déterminer quelle maison astrale résonnait actuellement avec un état d'âme, avec un choc, etc. Et en fait, dans son œil qui correspondait à l'œil du présent pour elle, elle avait un état d'âme qui venait se marquer sur euh, les questions qu'elle se posait pour trouver le moyen de gagner de l'argent, pour pouvoir être vraiment dans la vie qu'elle a. Et que la question qu'elle se posait pour comment faire pour gagner de l'argent, comment faire euh, pour pouvoir être à l'aise financièrement. Et là, je lui dis, moi, ce qui me marque déjà voilà, directement, là, ce qui frappe à l'œil quand je regarde vos yeux comme ça directement, ce sont des questions que vous posez en lien peut-être à savoir comment vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Et là, en fait, je me souviens très bien de la réaction donc, des deux nanas que j'avais en face de moi. Elles se sont regardées, elles se sont dit ah mon Dieu, mais c'est incroyable, mais comment elle peut savoir ça? Et en fait, elle me raconte, elle me dit je suis partie pendant 6 mois dans je ne sais plus quel pays, j'ai voyagé, c'était génial. Et là, en fait, je viens de rentrer. Et depuis que je suis rentré, en fait, je ne dors plus la nuit tellement je me dis, mais comment je peux faire pour gagner de l'argent, pour repartir au voyage et j'aimerais trouver un moyen vraiment d'être à l'aise financièrement pour pouvoir faire ce qui m'anime dans la vie, c'est partir en voyage, faire des longs voyages à l'étranger, etc. Donc, c'était vraiment la question qu'elle se posait jour et nuit au point qu'elle n'en dormait pas depuis des jours ou des semaines. Et ça Énorme. apparaissait sur un signe qui se localise au niveau de la pupille. Et voilà, il y a un iridologue français qui a vraiment mis en lien du coup les maisons astrales. Et ce que je suis en train d'analyser, parce que lui, il avait mis en lien la cartographie juste pour les méplats de la pupille. Et là, en fait, justement, j'ai bossé un petit peu cette cartographie pour l'appliquer à autre chose qu'à la pupille. Et en fait, on peut appliquer les maisons astrales aussi sur les signes organiques. Et ça aussi, ça nous donne des informations intéressantes. Donc là, en fait, une des prochaines formations que je ferai, c'est l'astrologie, parce que pour l'instant, je ne connais pas encore suffisamment. Tout ce que je connais en astrologie, en fait, c'est la transmission de cet iridologue. Mais chaque maison astrale donne des Oui, caractéristiques tout à fait, ouais. comportementales, émotionnelles, physiques. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mieux comprendre chacune des maisons astrales, parce que quand on a par exemple une lacune, qui est un signe organique, qui montre une faiblesse organique par rapport à notre génétique, selon la maison astrale dans laquelle ce signe apparaîtra, ça nous donnera du coup des informations sur les lacunes que l'individu Ouais, aura sur la complètement. caractéristique comportementale, par exemple, de ce que représente la maison astrale. Et là, je me suis rappelé comment s'appelle ce dessin animé que je regardais quand j'étais petit, là, avec les minces, où justement ils se battent, ils vont dans toutes les maisons astrales.
de maison en maison pour battre les. Ah ben ça alors. Je vois pas. Je suis désolée. Moi, Je vois pas. ça me reviendra avec Athéna, avec Ah, euh, les chevaliers du zodiaque. les chevaliers du zodiaque. Je me Non. souviens que dans les chevaliers du zodiaque, à un moment donné, il y avait une saison où en fait, il devait passer de maison en maison et en fait, il galérait. Hop, et puis finalement, ils arrivaient à combattre et donc du coup, ils pouvaient passer dans la maison suivante et ils Oui, passaient c'est de la ça. maison suivante riches de l'expérience de ce qu'ils avaient vécu avant et c'est comme ça qu'on avançait. Ben, en fait, c'est ça qui m'intéresse du coup aussi maintenant dans l'astrologie. C'est pour ça que je vais commencer à m'y intéresser. Et franchement, c'est quoi, il y a quelques années, si tu me parlais d'astrologie, je dirais non, mais laisse tomber, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout Ça mon va être truc, genre, compliqué. ouais, pas nanana. Et en fait, finalement, en avançant, je me rends compte que c'est aussi une grille de lecture qui est canon, quoi. Et j'ai trop envie de m'intéresser à ça maintenant, quoi. C'est hyper intéressant et puis c'est hyper complet. Mais je trouve ça incroyable. En fait, je pensais pas qu'avec l'iridologie, on pouvait aller voir jusqu'au niveau des maisons astrales, en fait, parce que du coup, tu dois avoir vraiment mais énormément d'informations. C'est incroyable, en fait. Ça m'étonne pas, en fait, que tu me dis que tu dois passer je crois que tu m'as dit 3 heures pour une séance réellement complète. Une séance, en fait, rien que pour le corps physique, il faudrait se pencher pendant 3 heures pour analyser tous les signes, les noter, etc. Donc, moi, les séances, en fait, chaque séance, que ce soit la première ou la suivante, ça dure 40 minutes. Mhm. Dans ces 40 minutes, c'est ce qui me permet, moi, de déterminer tout de suite quelle est l'urgence et quelle est la priorité de ce qu'il faut mettre en place comme programme pour pouvoir avoir déjà des améliorations. Est-ce qu'on va travailler plus sur le physique? Est-ce qu'on va travailler plus sur une dimension subtile ou autre? Et en général, ce qui ressort de cette séance pour la première séance, c'est vraiment déjà une meilleure compréhension de qui on est, de comment on fonctionne. Et ensuite, on part avec un programme qu'on va mettre en place pendant au moins un mois, qui est un programme de transition qui débroussaille un peu le terrain et qui va permettre de révéler d'autres choses derrière. Ce qui veut dire que dans une séance numéro 2, le programme peut être fondamentalement différent Oui, bien et sûr. ce sera un nouveau programme qu'on mettra en place encore pendant quelques semaines en attendant de le faire évoluer. Et en fait, de programme en programme, on avance toujours en comprenant mieux comment on fonctionne. On va tester des choses, on va tester des cures, on va tester des hygiènes alimentaires, on va tester des méthodes d'épanouissement personnel. Et à chaque fois que l'individu revient en disant, mais là j'ai galéré, là c'était génial, ça c'était facile, ça parfois oui, parfois non. Et en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi parfois non, qu'est-ce qu'il y avait comme résistance. Donc il y a aussi un accompagnement psy, même si je ne suis pas psychothérapeute, il y a quand même un accompagnement psy dans le Oui, sens où l'accompagnement fonction. l'hygiène émotionnelle et la psy, ça fait partie du top 3 de la naturo. La psy, je l'ai étudié déjà en naturo, je l'ai étudié dans ma licence sciences de l'éducation. Je suis très intéressé par l'écoute et justement par mieux comprendre la psyché de l'individu pour l'aider, lui, à mieux se comprendre, quoi. Et en fait, c'est vraiment un accompagnement, un suivi. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et qui disent qu'ils veulent juste une séance pour mieux comprendre Oui, voilà. comment on fonctionne. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les informations en une fois une séance, mais ce serait même pas bénéfique d'avoir toutes les informations en une fois une séance. Parce Non, que parce qu'il faut l'avoir au bon moment, quoi. il faut l'avoir au bon Petit à moment, petit. c'est ça. En fait, tu peux pas démarrer en cinquième, quoi. Tu démarres en Exactement. première et une fois que tu es lancé, tu peux mettre la deuxième. Et puis, quand tu arrives au bon moment, ben là, la troisième, elle est pertinente. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Et il faut pas plus de 40 minutes, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Moi, j'ai commencé à faire des séances qui duraient 1h30, comme tous les naturopathes, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Rapidement, je me suis dit, oula, 1h30, c'est beaucoup. Surtout qu'en plus, j'arrive tout de suite, moi, à déterminer ce qu'il faut faire, quoi. Donc, j'ai pas besoin de 1h30 D'attention. d'anamnèse Ouais. pour arriver à déterminer ce que l'individu a besoin de mettre en place, quoi, ou la transmission que j'ai à faire. Et finalement, je me suis rendu compte que le format qui était le plus intéressant
pour que la transmission soit vraiment, selon moi, pertinente et pour que je me sente à l'aise et aligné. C'est un format 40 minutes où les gens sont hyper investis, ils s'endorment pas pendant la séance, ils sont hyper attentifs et en fait, ils repartent de là et vraiment avec un outil qui va permettre d'améliorer tout de suite leur quotidien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire en sorte qu'avec peu d'efforts, on ait beaucoup de résultats. Et les gens, en fait, qui font leur transition d'hygiène de vie, quand ils ne sont pas accompagnés par un professionnel qui sait déterminer où est-ce qu'il y a une priorité, les gens vont dépenser énormément d'énergie dans des choses qui, des fois, leur apportent une toute petite amélioration. Ouais. Là, je préfère faire l'inverse, en fait. Peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Mais du coup, quand tu parles de l'anamnèse, tu n'as même pas besoin finalement, puisque toi, enfin, si, parce que j'imagine que tu vas laisser la personne t'expliquer pourquoi elle souhaite faire ça. Mais après, j'imagine qu'il n'y a pas besoin du coup de l'écouter pendant, surtout s'il y a juste 40 minutes de, de séance de consultation pour que toi, tu aies le temps justement de bien voir les choses, quoi. Et Ouais, ça me ramène un petit peu à l'hypnose aussi, parce que moi, je me rappelle au début, j'avais tendance aussi à, comme on m'avait expliqué dans les formations, de faire une anamnèse quand même assez longue pour pouvoir quand même écouter la personne, etc. Puis je me suis rendu compte au fil du temps que bah, c'était pas forcément bénéfique aussi. Je sais pas si exactement. ça peut jouer au niveau de l'iridologie, si ça, parce que peut-être ma question a peut-être été un peu stupide, mais est-ce que je me posais la question, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer au niveau de l'œil à un moment Oui, donné, ou est-ce que ça reste toujours pareil? Parce que si par exemple la personne commence, je sais pas, dans l'anamnèse à parler de, voilà, moi je suis venue pour ça par exemple, pour tel traumatisme, parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant, et donc c'est pour ça que je suis comme ça. La personne est persuadée que c'est pour ça, alors que finalement dans son inconscient il y a d'autres choses qui se sont passées, ou peut-être que ça venait d'une autre incarnation, etc. Est-ce que ça peut faire bouger des choses au niveau de l'œil quand tu vas le voir? Ou est-ce que de toute façon, l'œil ne peut pas mentir et tu vas. Je sais pas si je pars un peu trop loin, ouais. dis-moi, mais. Non, non, ça part ça part pas très loin, ça va. Effectivement, l'exemple que tu donnes, la personne qui dit c'est passé ça dans mon enfance et voilà pourquoi aujourd'hui je me sens mal, etc. Peut-être qu'il y a un signe aérien qui donne l'information qu'elle était déjà prédisposée à vivre cette Voilà, chose-là. Même si c'était un accident de voiture, même si c'était des choses terribles comme un viol, comme la perte de parents, ça peut être marqué dans l'œil. Et si c'est marqué dans l'œil, si par exemple la personne arrive avec quelque chose qu'elle a mal vécu dans son enfance, peut-être qu'elle trouvait qu'un parent était trop rigide, si c'est marqué dans l'œil, ça veut dire qu'elle est venue chercher un parent rigide. Et ah, si elle d'accord. est venue chercher un parent rigide et que la personne dit, ben voilà, je sais pourquoi c'est à cause de mes parents parce qu'ils ont été comme ça avec moi, etc. Ben, en fait, je les aiderai à conscientiser qu'en fait, ils sont venus chercher des parents rigides pour, Dans la réincarnation. pour vivre quelque chose, pour qu'ils aient le libre arbitre de se dire, mais moi, j'aurais préféré de la douceur. Et pour se dire, ben, dans ce cas-là, apporte-toi toi-même de la douceur, puisque C'est tu n'es ça. jamais mieux servi par toi-même que par quelqu'un d'autre si tu as besoin de recevoir quelque chose. Et le fait d'arriver dans une famille qui ne te donne pas ce que tu as envie d'avoir, ben, ça te permettra de te bouger le cul pour te l'apporter C'est toi-même. exactement ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est quand tout à l'heure tu disais on redevient maître de notre vie, ben, on arrête d'être Calimero et en fait on n'en veut plus du coup à ses parents par exemple de ne pas avoir donné ce qu'on attendait quoi, parce que c'est nous qui avons choisi nos parents. Et ces signes-là du coup ils vont pas disparaître. Que tu aies réalisé cette chose-là ou que tu ne l'aies pas réalisé, le signe qui te donnera l'information, il sera toujours présent parce que c'est un signe qui relève de ton état d'âme, de ce que tu es venu chercher à vivre dans ton incarnation. En revanche, il y a plein de signes qui apparaissent et qui disparaissent. Ouais, c'est ça, Ça, ok. ce sont des signes qui relèvent plus de, de, de l'expérimentation, qui relèvent plus finalement de l'environnement dans lequel l'individu évolue. Donc il y a des signes qui peuvent apparaître et qui peuvent disparaître. Il y a des Ok. états d'âme qui sont le reflet de ce que notre âme a besoin d'expérimenter, mais on a parfois des émotions qui sont des émotions par rapport à l'expérimentation du vécu, mais qui n'étaient pas forcément un état d'âme.
Et ça, ce sont des signes qui peuvent évoluer. Et même, il y a des colorations qui peuvent évoluer. Quand on est dans des programmes de régénération, même on a des yeux qui peuvent passer de noisette à vert ou bleu. Ça, je l'ai déjà vu aussi. Donc, il y a vraiment des modifications même de coloration spectaculaires, même si c'est assez rare parce que assez peu de gens sont capables de mettre en place les modes de vie qu'il faut pour se régénérer. Oui, Même si le mot régénération est un mot qui est connu et à la mode. qui est un peu à la mode. Et merci à Thierry Casasnovas et à toute son équipe Exactement. d'avoir de contribuer largement justement à comprendre qu'on a besoin de mettre en place des modes de vie qui régénèrent. Finalement, il y a très peu de gens qui se régénèrent vraiment parce que c'est un peu utopique la régénération. Parce que comme elle est sur tous les plans, même si on est sur un plan physique, moi j'accompagne énormément de gens qui sont dans des modes de vie hygiénistes. Donc c'est 80-90% des gens que j'accompagne qui Ah oui, mangent d'accord. quasiment physio, qui, voilà, sur papier, on se dit, waouh, même des fois, je me dis, mais ça, il faudrait que je fasse un peu mieux qu'eux, parce que je trouve qu'en hygiène alimentaire et tout, ils sont vraiment Au top. plus respectueux que ce que je peux faire. Et qui n'ont pas forcément la santé, mais parce qu'en fait, la régénération, elle n'est pas que sur le corps physique, quoi. Et manger cru et jeûner, c'est pas la seule C'est pas chose tout. qu'il faut faire. Et évidemment, même Thierry Casasnovas le dit bien, hein, qu'on a besoin de la foi, on a besoin de spiritualité, Exactement. on a besoin d'un tas de choses qui en font partie. Donc des gens qui se régénèrent, j'en connais pas beaucoup, quoi. T'en connais, toi? Pas tant que ça, non. En tout cas, sur du long terme, parce qu'après, il peut y avoir aussi des régénérations, enfin, à court terme, des personnes qui souhaitent le faire, mais après, le maintenir, c'est autre chose. Et j'avais une autre question, je suis désolée, ça me revient aussi par rapport à ce que tu disais, je trouve ça vraiment passionnant. Euh, euh, quand tu vois des modifications au niveau de l'œil, est-ce que ça peut être aussi, par exemple, au niveau émotionnel, si par exemple tu dis quelque chose à la personne, ça va l'étonner d'elle-même, ou par exemple, tu vois, comme quand on bougie, est-ce que il peut y avoir des petites modifications comme ça de l'œil qui apparaissent au moment même où toi tu décèles des choses, ou tu parles euh, à la personne pour lui expliquer des choses en fait qui la concernent. Alors, je suis sûr que ça peut exister, j'en suis sûr et certain, mais je ne C'est l'ai toujours jamais constaté en direct. ok, En fait, d'accord. ben, ces fameux signes dont je vous ai parlé Oui, tout à oui. l'heure, les fameux méplats sur la pupille, euh, ce sont des signes qui peuvent disparaître d'une séance à l'autre. Et comme Ok. c'est en lien donc avec une dimension physique, certes, mais c'est aussi en lien avec les maisons astrales et donc du coup des chocs émotionnels du passé ou du présent, à partir du moment où l'individu a travaillé sa dimension émotionnelle ou la dimension physique associée à cet émotionnel, le méplat va pouvoir disparaître. Le Français qui avait fait cette découverte, il pratiquait aussi l'ostéopathie et lui, en fait, il avait remarqué que ces fameux méplats pouvaient disparaître après une séance d'ostéopathie ou pendant la séance d'ostéopathie quand il travaillait vraiment les vertèbres ou les Ok. tissus ou les viscères qui étaient en lien avec l'état d'âme et avec la dimension physique. Donc ça veut dire que oui, ça pourrait potentiellement, mais je l'ai jamais vu en direct. J'ai jamais vu par exemple un méplat Ouais. où quand la personne verbalise, le méplat disparaît. Mais en même temps, comme je travaille sur photo, je prends les yeux en photo. Si par exemple il y a un méplat et que j'aborde la dimension émotionnelle, le choc, l'état d'âme et que la personne en fait elle intègre tout d'un coup, qu'elle réalise, qu'elle exprime, parfois elle peut se mettre à pleurer, à comprendre quelque chose, à dire mon Dieu, mais je viens de comprendre. Je regarde Hmm. pas à nouveau les yeux derrière. Oui, bien Et sûr. comme donc du coup, mais c'est intéressant, j'y avais pas Ouais, ouais. pensé. J'avais pas pensé et ça me donne envie en fait quand je sens qu'il y a quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose, vraiment, je reprendrai une photo à la fin de la séance. Pour voir la différence. Mais oui, Pour bien voir s'il y sûr, a une différence, justement. oui, parce que je C'est, constate souvent des modifications d'une séance à l'autre, mais je ne sais pas si la modification s'est faite vraiment au cours de la séance, quoi. parce que ça Il y serait a, logique.
Ouais, il y a des. Vas-y, si tu veux voir Un les commentaire justement commentaires, que si tu as quelqu'un vu. disait je suis ostéopathe et je confirme ce que vous venez de dire. Donc oui, bah, du coup, c'est vrai que des ajustements ou des entraînements qu'on peut faire au niveau de viscères ou de vertèbres va pouvoir avoir un impact vraiment très rapide sur le corps physique. Mais ça serait intéressant de savoir en fait ce qu'il veut dire par Je que confirme il ce que était vous venez de d'accord dire. sur ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais Ouais, je sur sais quoi pas en non plus fait? sur quoi exactement en fait, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'après au niveau émotionnel, on voit souvent que bah il y a c'est reflété par certains mots physiques. Donc pourquoi ça se reflèterait pas dans les yeux par exemple quand on a je sais pas moi ne serait-ce qu'une contracture et puis d'un seul Ouais. coup hop c'est quelque chose qui nous libère émotionnellement et ça ça s'en va ou ça se reflète je sais pas moi avec de l'eczéma ou quelque chose et là bah dans l'œil ça sera. Après voilà c'était une question un petit peu Il y a mais quelqu'un aussi qui dit ma sœur a la moitié d'un œil plus clair. oui j'ai C'est vu. Stéphanie qui dit ça. C'est vrai qu'il y a euh, les yeux qu'on appelle verrons, en fait, sont des yeux qui ont des couleurs différentes à droite et à gauche. Ça donne des informations sur la dimension physique. En général, les colorations, alors si c'est un œil qui est plus clair d'un côté que de l'autre, déjà, ça veut dire que c'est sûr et certain, la base de la couleur des yeux, c'est une base qui est bleue. Et en fait, les yeux verts et les yeux noisettes, ce sont des yeux bleus avec des pigments jaunes ou des pigments orange. Mais la plupart des gens qui ont des yeux noisettes marron, en réalité, c'est des yeux bleus. Et si on a par exemple un œil qui a une partie qui est plus claire, une partie plus foncée et l'autre œil qui est plus foncé, ça veut dire qu'en fait, on a des colorations orange qui se sont développées sur le bleu de notre œil, sauf qu'il y a un œil qui est beaucoup plus recouvert d'orange que l'autre. Donc il peut y avoir cette explication. Ou alors il peut y avoir l'explication que dans un des deux yeux, il y a une acidose très très importante qui est venue délaver une partie de l'œil. Mais dans ce cas-là, ça ne ferait pas du bleu. Ça ferait du jaune, parce que ce serait du pigment marron qui se décolorerait en orange et en jaune. Donc ça donnerait un aspect peut-être un peu plus vert. Mais les taches, de manière générale, ça donne des informations aussi précieuses sur des états d'âme, sur des choses que l'on vient cacher. Les pigments, en fait, souvent dans les yeux, c'est des choses qu'on vient cacher, quoi. Et qu'est-ce qu'on vient cacher avec ce pigment? Quel organe on vient cacher? Quelle maison astrale on vient cacher? Quelle zone Bah, des mémoires aussi. De quoi? Ça peut être aussi des mémoires, genre par exemple je sais pas, des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, Oui, cellulaires, karmiques. c'est ce qui fera la différence entre les tâches qui sont innées et les tâches qui sont acquises. Par exemple, Ok. il y a des tâches qu'on appelle les tâches résiduelles médicamenteuses, qui sont des tâches qui apparaissent en cours de route quand on a été intoxiqué avec des additifs alimentaires, des excès de médicaments, de chimie diverses. Ces tâches, en fait, apparaissent sur l'iris, et que ce soit en iridologie classique ou en iridologie moderne, moi, j'ai toujours appris toujours hein, par tous les iridologues que j'ai pu rencontrer, des iridologues internationaux qui sont des scientifiques, étudient que, en fait, dans la grille de lecture de ces tâches médicamenteuses, la localisation importe peu. C'est plus la coloration qui importe. Et la tâche, elle se met un peu au hasard, n'importe où sur l'œil. Mais je mets Ok. comment ça au hasard? Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, je pars du principe que si la tâche elle se met à un endroit en particulier, c'est que la tâche résiduelle médicamenteuse, l'intoxication, ben, sa manifestation dans l'œil, si elle s'est mise sur un organe ou sur un autre, c'est pas par hasard. Et si la personne elle a été intoxiquée peut-être avec un médicament, cette intoxication, elle vient peut-être aussi d'une dimension émotionnelle de l'organe qui est venu marquer cette tâche-là. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi du décodage biologique et qu'on peut faire du lien entre le physique et les dimensions subtiles. Et ça me plaît énormément justement d'essayer de faire ces liens-là. Et en général, ça parle beaucoup aux gens. Hein. À partir du moment où moi j'ai l'intuition de l'aborder sur une dimension plutôt que sur une autre, ça répond. Et en fait, tout ce qui m'intéresse finalement, c'est après, je m'en fous que ce soit scientifique, pas scientifique, prouvé, que ceci ou que cela. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si les gens en fait Bien sûr. réagissent, si ça leur fait du bien et s'ils partent de là avec
en ayant relargué un poids qu'ils avaient sur les épaules et en repartant nourris d'une nouvelle compréhension et en mettant du sens dans leur vie, etc. Donc c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Et par rapport à ça, et je pense que je vais arrêter mes questions parce qu'il est déjà 7h15, donc ça fait déjà 1h15 comme sujet. Justement, il y a une question qui me venait, c'était est-ce que du coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'iridologie, mais est-ce que tu as pu voir chez certaines personnes des améliorations de leur vue, le fait justement de mieux se voir soi-même, de mieux voir l'extérieur après, puisque l'intérieur, l'extérieur, ça se reflète. Donc, est-ce qu'après, il y a eu des améliorations au niveau, je ne sais pas, de personnes qui étaient myopes ou astigmates, etc. Ou est-ce que vraiment ça n'a rien à voir et là, c'est juste regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, quoi. Alors, Je sais pas si c'est pas... j'ai pas fait un tel parallèle vraiment, mais c'est intéressant effectivement de mieux voir qui l'on est, nous permet peut-être d'améliorer notre vue. J'avais pas fait de lien comme ça, mais c'est vrai que chaque jour, en fait, je rencontre des gens qui ont toutes leurs fonctions qui s'améliorent, donc y compris Ouais, la vue. Est-ce que ça vient du fait qu'ils se voient mieux? Est-ce que ça vient du fait qu'ils mettent en place des modes de vie plus adaptés à leurs oui, besoins? Je ne sais pas trop. Moi-même, j'étais astigmate et hypermétrope. Je portais même des lunettes et en fait aujourd'hui j'ai plus du tout besoin de lunettes et j'ai eu besoin même j'étais même agressé par la lumière du soleil ouais, et c'est pareil. j'ai deux souvenirs en fait dans des transitions à ma première cure du foie et de la vésicule biliaire, tu sais, celle qui permet d'éliminer les calculs du foie, là, les calculs un peu mous, et après plus tard aussi les calculs calcifiés de la vésicule, mais ça, il faut faire des mois de nettoyage pour en arriver là. Je me souviens qu'au premier nettoyage que j'avais fait, quand le dimanche matin, là, j'ai évacué tous mes calculs, que je suis allé à la selle 10 fois pour éliminer mes calculs, je me dis, mais tiens, c'est fou, c'est dimanche matin, je me suis levé à 6 heures pour faire ma cure, et je suis apaisé, je suis détendu, j'ai les yeux comment dire, je sentais mes yeux tout légers, enfin, et en fait, c'est simplement parce que depuis quasiment toujours, j'avais une pression oculaire qui était partie à mon premier nettoyage du foie. Ça m'avait surpris. Et à cette époque, j'ai découvert aussi le sun gazing, l'observation solaire. Et j'ai pratiqué en fait le protocole de Ira Manek avec 10 secondes quotidiennes d'observation solaire au coucher du De soleil. regarder le Moi, je le soleil. faisais. Ouais, Et 20 secondes le deuxième jour, 30 secondes le troisième jour. Bon, comme j'habite à Marseille et que j'avais accès c'est facile. assez rapidement donc à une belle vue dégagée pour regarder un coucher de soleil sur l'horizon. Du coup, c'était assez facile pour moi de le faire. Et j'étais à l'époque très agressé par la lumière du soleil. C'est-à-dire que même quand il faisait une luminosité un peu grise, là, un peu quelques nuages, j'avais mal aux yeux, il fallait que je porte des lunettes de C'était des soleil. lunettes. Exactement. Et en fait, au deuxième ou troisième jour où j'ai fait le sun gazing, donc j'étais à 10, 20 et 30 secondes d'observation solaire, quand je regardais ce soleil dans les yeux, là, au coucher de soleil, que je voyais ce cercle magnifique qui tourne autour comme un anneau brillant, là, quand on regarde l'intérieur d'un anneau d'une alliance, par exemple, je me disais, c'est tellement beau. Et tout d'un coup, je dis, mais comment cette beauté-là que je suis en train de voir, euh, comment elle peut m'agresser à d'autres moments? Ouais. Et en fait, je n'ai plus jamais été agressé par la lumière du soleil. Et je n'ai plus jamais porté de lunettes de soleil. Sauf là, il y a quelques années, je voulais faire mon crâneur, je me suis acheté des belles lunettes de soleil, mais en réalité, c'est plus pour crâner que pour le besoin, parce que je n'ai plus besoin de lunettes de soleil, je n'ai plus besoin de lunettes de vue non plus. Et ça, en fait, les gens qui mettent en place des modes de vie physiques et subtils retrouvent en fait une pleine santé, même au niveau de leur vision. Mais c'est marrant parce que moi de mon côté j'étais myope aussi et alors moi, par contre j'ai pas bon, si, je m'entraînais à regarder le soleil mais je sais pas si je le faisais vraiment bien entre guillemets. Mais quand avant j'avais aussi besoin de lunettes de soleil et là maintenant enfin, je porte plus de lunettes depuis ça fait des années maintenant.
Et je sais pas en fait ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est que petit à petit la santé s'est améliorée parce que mon mode de vie a changé, mais en tout cas, comme quoi on a aussi des croyances parfois par rapport aux lunettes, par rapport à tout ça qui est hyper ancré quoi. Où on se dit bah, de toute façon il faudra que je porte ça toute ma vie ou il va falloir que j'aille voir un opticien justement euh, pour changer ça, etc. Bref, je pars dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Julien. Je vais juste regarder au niveau des... Ah, ça y est, ça revient. Ouais, je disais qu'il y Ça avait avait une personne coupé qui avait demandé... pendant une minute, là. Ah ouais, pendant une minute quand même pour toi? Non, 30 secondes. 30 secondes. Ok. En fait, juste quand tu as dit je te remercie, je sais pas quoi, et après j'ai entendu question et j'ai plus rien entendu. Ouais, donc c'était au même moment. Ouais, c'était juste, il y avait une personne qui demandait qui souhaitait une séance. Je crois que c'était Stéphanie. Donc, comme tu l'as dit, c'est donc à Marseille, à Paris, tu exerces, c'est ça? Oui, Marseille Et, et ah bah, Paris, et on peut retrouver toutes mes coordonnées soit sur mon site julienhaller.com, soit sur l'Instagram ou le Facebook, et j'ai aussi une page sur Medoucine, qui est une interface aussi qui propose des praticiens un peu comme Doctolib, mais version médecine naturelle. Donc sur Medoucine, on peut trouver aussi toutes mes coordonnées. Et il y a aussi tu présentes aussi tes formations sur ton site, toutes les formations que tu donnes. Oui, là j'ai des formations. J'ai une formation d'iridologie qui va commencer très bientôt en présentiel sur Marseille, et une formation aussi qui commence très bientôt à distance, où en fait je crois que c'est à partir de fin février. Pendant 4 mois, tous les mardis soirs, on a un cours de 3 heures. Donc il y a pendant 18 semaines en réalité, il y a 18 cours de 3 heures d'iridologie chaque semaine, avec des exercices, de la pratique à faire entre chaque cours, puis un accompagnement par correspondance, voilà, pour pouvoir avoir toutes les bases de l'iridologie pour pouvoir être praticien. Et c'est iridologie intégrative, c'est-à-dire que il y a aussi tous les conseils en hygiène vitale pour pouvoir mettre en lien directement les conseils en fonction des signes iriens. Ok. Bah écoute, en tout cas, un grand merci parce que j'ai trouvé ça super super intéressant. Merci d'avoir répondu présent à l'appel pour ce live. C'était vraiment super. Ben, Et merci à merci toi, à tous. Marjorie, c'était super cool. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous tous. Ouais, c'était vraiment super. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, si vous avez des questions aussi après par la suite, vous pouvez évidemment contacter Julien. Voilà. Donc, merci encore, Julien. Bah, bonne soirée à tous. Et on va arrêter là. Et bah, à une prochaine. À Ciao. très bientôt. Bye bye.